Maintenant, c'est creuser pour trouver les racines avec Christophe Sand et Hinanoui Kochoa, à qui je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je vais laisser Hinanoui se présenter en premier pour être galant. Bon alors, bonjour tout le monde, Yorana Tato. Je m'appelle Hinanoui Kochoa, donc je suis archéologue spécialisée en archéologie de la Polynésie et plus particulièrement des îles de la Société. Je suis également enseignante, enfin c'était le cas jusqu'à la fin du mois de juin 2023, en histoire-géographie. Et actuellement, en fait, je travaille au ministère de la Culture, donc je suis en tant que conseillère technique pour tout ce qui est en rapport justement avec l'archéologie, entre autres. Donc voilà, pour faire simple, pour démarrer. Donc moi, je m'appelle Christophe Sand, moi je viens de Calédonie. Moi je suis l'archéologue du gouvernement calédonien. Et comme vous pouvez le voir à mes cheveux qui sont plus là, moi je suis de la génération précédente. Et moi, ma zone de spécialité, c'est plutôt le Pacifique Ouest. J'ai principalement travaillé en Calédonie, mais j'ai également travaillé dans d'autres archipels mélanésiens, en Polynésie occidentale beaucoup, et depuis une dizaine d'années également sur les grandes structures monumentales en Micronésie. Et donc voilà, on nous a proposé de parler un peu de notre métier en lien avec le sujet de ce salon autour de la Terre et du Fénois. Voilà, on est un de ces métiers où on n'est pas seulement en surface de la Terre, mais on essaye de regarder ce que les ancêtres ils ont bien voulu laisser comme trace pour nous, pour découvrir en dessous de nos pieds. Et donc, en lisant le titre, Hinanoui m'a fait une remarque qui m'a bien fait rigoler. Donc, on voudrait commencer cette discussion par sa remarque. Alors, je pense que tu fais référence au thème qui disait que l'archéologie, c'est creuser pour trouver les racines, c'est ça ? Je pense Exactement. que ça a un rapport avec ça. Donc, en fait, ça a commencé par une boutade. Je pense que le titre, il n'a pas été pensé par quelqu'un qui fait de l'archéologie de terrain. C'est que, en fait, par définition, quand on creuse, on tombe sur les racines et ça pose un gros problème. C'est-à-dire que dans tout travail de sondage et ensuite de fouille, enfin en tout cas aux îles de la Société, vous tombez souvent sur de nombreuses racines qui posent vraiment problème, et vous passez un certain temps en fait à les découper, à les arracher, à les enlever en fait pour pouvoir libérer la terre et pour pouvoir fouiller de manière convenable. Donc c'était un petit peu la boutade de départ. Et puis après, ce qu'il faudrait dire aussi, parce que en fait on a beaucoup d'idées préconçus sur l'archéologie, et c'est souvent grâce à Indiana Jones, Hollywood, etc. En fait, quand on parle d'archéologie, les gens disent toujours les fouilles archéologiques, quand est-ce que vous fouillez, où et tout. Sauf que la fouille archéologique, oui, c'est un acte important de l'archéologie, mais c'est une étape en fait du travail archéologique. Avant d'arriver au stade de la fouille, qui est juste une pièce dans le puzzle, je dirais il y a tout un travail à faire en amont. Et en fait, c'est pas en profondeur qu'on cherche au départ. Il y a tout un travail. Ça commence dans la tête. En général, ce sont des questionnements en fait par rapport à des grandes questions qu'on se pose sur un territoire. Ça peut être l'ancienneté du peuplement, l'origine des gens, comment les gens occupaient l'espace, comment ils vivaient, comment ils cultivaient, etc. Et ensuite, vous avez tout un travail qui est un peu de rat de bibliothèque, si vous voulez, tout un travail de recherche qui prend un certain temps, enfin, suivant la problématique sur laquelle vous travaillez. Et ensuite, vous avez tout un travail de préparation logistique pour aller sur le terrain, parce qu'on ne va pas sur le terrain comme on va au marché faire ses courses, par exemple, ou au magasin, c'est compliqué. Enfin, si vous fouillez à côté de chez vous, ça va encore, mais si vous allez loin et qu'il faut... Parfois, ça peut être compliqué, surtout chez nous, parce que c'est un territoire qui est gigantesque. Et du coup, la partie creusée pour trouver les racines,
c'est une belle image, mais c'est une belle métaphore si vous voulez, mais c'est juste une petite partie de l'archéologie. Voilà, pour commencer un petit peu. On est parti d'une boutade, mais en même temps, il y a tout un aspect philosophique derrière. C'est peut-être doué de redéfinir c'est quoi l'archéologie avant tout. Parce que les gens, souvent, ils voient que les fouilles, et il y a tout ce qu'il y a avant, pendant, après, dont on parle beaucoup moins. Peut-être parce que c'est moins sexy en apparence que la fouille archéologique, mais pourtant c'est important également. Mais l'objectif, il est toujours le même. Quel que soit le pays dans lequel vous travaillez, quelle que soit l'époque, la problématique, l'objectif, c'est de mieux nous connaître, on va dire au sens large du terme. Ça va, j'ai pas dit de bêtises? Cette dernière phrase, pas du tout, cette dernière phrase, elle permet de rebondir sur un autre élément de notre conversation autour des racines. Hinanui vient de nous dire que pour des archéologues, quand ils font des fouilles, les racines, c'est un des problèmes techniques les plus casse-pieds, surtout au début. Quand vous tombez dans des millions de racines de cocotiers, c'est juste une vraie prise de tête. Mais chercher les racines, au sens symbolique du terme, c'est aussi quelque part un acte politique. Et trouver des racines, c'est pas toujours aussi évident que ça, parce que qui revendique des racines? Est-ce que l'archéologie va permettre, à travers des fouilles, entre autres, de pouvoir démontrer la légitimité des personnes qui sont là, ou la légitimité qu'un certain nombre de personnes ou d'individus réclament sur un territoire? Comment gérer ce qu'est les racines et les différents niveaux de racines et d'histoire que l'archéologie permet de mettre au jour? Par exemple, dans le Pacific Ouest, ces racines, le début d'une histoire, c'est il y a 3000 ans. Alors quand vous dites il y a 3000 ans, alors qu'ici c'est il y a un peu plus de 1000 ans, les chiffres, ils ne veulent pas dire grand-chose. Mais si on transforme ça dans une vision océanienne et qu'on parle en générations, on parle d'environ 120 générations. Ça veut dire que vous prenez vous, votre papa ou votre maman, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre arrière-arrière-grand-père, et vous faites ça 120 fois. Ben là, tout d'un coup, c'est vieux. Ça veut dire donc qu'il y a une histoire événementielle, génération après génération, qui dépasse de loin simplement la généalogie de votre famille, simplement les histoires de tradition orale de votre clan ou de votre chefferie. Et du coup, la question des racines, la question de réfléchir à comment on parle de nos droits historiques d'aujourd'hui par rapport à la longue histoire, devient un des casse-têtes des archéologues. Les archéologues, ils travaillent sur ce qu'on appelle le temps long. Ce qui fait que leur travail à eux, c'est d'essayer d'embrasser toute l'histoire. L'idéal pour un archéologue, c'est sur un territoire de trouver la trace de l'arrivée de la première pirogue et de pouvoir ensuite, à travers les études dans différentes fouilles, voir comment les gens, au fur et à mesure du temps, ils ont évolué, ils se sont enracinés, parce qu'il faut tous qu'on se souvienne que les gens qui arrivent sur la première pirogue, c'est des étrangers. Tous. La première pirogue qui arrive pour la première fois sur une île, les gens qui sont sur cette pirogue, c'est des gens d'ailleurs, qui aussi bien dans leur culture matérielle que dans leur langue, que dans ce qu'ils ont dans leur tête, de leur vision du cosmos, ce qu'ils portent, c'est quelque chose d'ailleurs. Et tout ce qui fait le passage de l'ailleurs à
être de l'endroit, c'est le processus d'enracinement. Et on revient aux racines. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Christophe par rapport à la notion de chronologie. Et notamment, il parlait du temps long sur lequel les historiens et les archéologues, entre autres, travaillent. Il y a l'idée de la profondeur de temps. C'est-à-dire que, comment dire, pour faire simple, suivant la société à laquelle vous vous intéressez, la profondeur de temps, d'occupation, de peuplement d'un territoire n'est pas la même. Ici, vous le savez, enfin on le rappelle, les premiers humains pour les îles de la Société, ils sont arrivés quelque part aux dernières nouvelles, on ne sait pas encore exactement, mais aux dernières nouvelles, on est sur du 10e, 11e siècle après Jésus-Christ pour les îles de la Société. Donc les fantasmes de premiers peuplements très anciens avant Jésus-Christ, ça fait longtemps que ça a été balayé, et pas qu'aux îles de la Société. Donc c'est important de le rappeler. Pour que les gens soient conscients de cette profondeur de temps, en clair, depuis combien de temps nos ancêtres sont ici, c'est important aussi de le transmettre, parce que pour que les enfants qui grandissent, les gens soient bien enracinés à la maison, il faut aussi savoir depuis combien de temps on est là, d'où on vient. Enfin, c'est la base, si vous voulez, qui normalement est transmise à l'école dès le plus jeune âge, à la maison également, si c'est possible, mais pour ce qui est des dates, c'est le travail de l'école. Et c'est vrai que là, bon, voilà, il y a encore un travail à approfondir de ce côté-là pour avoir on va dire les bonnes dates. Et la profondeur de temps, elle est importante. Pourquoi ? Parce que chez nous, pour parler vraiment de la Polynésie et les îles de la Société en particulier, on a peu, si vous voulez, de chronologie vraiment fiable et consistante. C'est comme un immense, si vous voulez, puzzle qui se remplit petit à petit. Ça fait depuis plusieurs décennies. On y voit de plus en plus clair. Pour ce qui est de l'origine des gens, ça, à ce niveau-là, il n'y a plus trop d'ambiguïté. Pour l'ancienneté du peuplement, il y a de moins en moins d'ambiguïté. Mais il y a encore énormément de choses à savoir en termes de chronologie. Donc ce qui se passe, c'est que souvent, quand on parle de la société ancienne, les gens sans s'en rendre compte, et ça, c'est de la faute de personne, on parle d'avant, en parlant des marais, en parlant du quotidien, etc., comme si ça avait toujours été pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si la vie, avant, c'était comme ça. Il y a avant et après. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Bon, c'est le contact, bien sûr, à la fin du 18e. Et en fait, souvent, les gens disent « Ah, mais avant, nos Tupuna, la vie, c'était comme ci, c'était comme ça. » Enfin, bon, pour ce qu'on en connaît. Mais en fait, quand vous écoutez bien le discours, souvent, en fait, c'était quand avant ? Parce que est-ce que c'était avant dans les années 40 ? Est-ce que c'était avant la fin du 18e siècle ? Et en fait, du coup, on a l'impression que les gens, avant, ont toujours vécu pareil. Alors que les sociétés polynésiennes, je dis bien les sociétés, pas la société polynésienne, parce qu'il ne faut pas oublier nos cousins, Hawaï, Samoa et compagnie, et Rapa Nui et toute la région, en fait, ce sont des cultures qui ont évolué dans le temps. Ça coule de source. Quand vous vous occupez du Moyen-Âge, par exemple, le temps long du Moyen-Âge, qui est un millénaire, ça n'étonne personne, si vous voulez, de savoir qu'on a découpé le Moyen-Âge en plusieurs grandes périodes, sous-périodes, etc., parce qu'il y a énormément de travaux qui ont été faits, il y a énormément de données, donc on a une vision à peu près claire de la chronologie, de l'ancienneté, de la profondeur du temps. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, la situation actuellement. Donc la notion de temps long sur lequel on travaille, qui permet aussi aux gens de s'enraciner, c'est quelque chose qui est beaucoup moins simple en apparence que ce qu'il est en réalité, d'un point de vue archéologique. C'est facile, si vous voulez, de dire avant c'était comme ça, sauf qu'avant ça a évolué. Et les différentes phases d'évolution d'avant, on ne les connaît pas encore bien parce qu'on a encore énormément de choses à développer chez nous en archéo, parce que nos cousins de Nouvelle-Calédonie en particulier, mais également Hawaï et Nouvelle-Zélande, ont 50 ans d'avance par rapport à nous en termes de recherche archéo, donc forcément, eux, ils sont mieux lotis, même si ce n'est pas encore non plus... toutes les questions sont loin d'être réglées. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'était un petit point sur cette notion de profondeur du temps. Même si aujourd'hui, on a des connaissances encore fragmentaires par rapport à chez nous avant, il faut bien avoir conscience qu'avant, les sociétés, elles ont évolué. Les premiers qui sont arrivés sur la première pirogue, comme disait Christophe, que ce soit ici ou que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou à Vanuatu, ces gens-là, ils sont arrivés
Ensuite, ils se sont installés, se sont développés, multipliés, etc. Et ces gens ont évolué. Après, il y a eu aussi des contacts avec d'autres archipels, etc. Et en fait, tout ça, ça a donné des cultures qui étaient dynamiques, qui ont évolué dans le temps. La culture d'un peuple, par essence, elle est dynamique. La langue, également, est dynamique, elle évolue. Il y a des nouveaux mots qui sont introduits, ça plaît ou ça plaît pas, bon voilà. Mais la culture, en général, c'est ça. Donc nous, ce qu'on a encore du mal à montrer d'un point de vue archéologique, c'est qu'en fait, avant, chez nous, c'était aussi dynamique et évolutif que, j'ai envie de vous dire, dans n'importe quelle autre culture du monde entier, avec nos particularités à nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais pour rejoindre ce que tu disais avant. Un des éléments qui véritablement crée l'enracinement, c'est la connaissance du Fénois, c'est la connaissance du lieu. Et en fait, suivant les époques, suivant les régions du Pacifique, on a eu des phénomènes de connaissance des lieux, d'enracinement et d'humanisation de ces espaces qui ont été faits à des rythmes différents. Les tout premiers hommes qui sont arrivés dans le Pacifique, ils sont arrivés d'Asie du Sud-Est et ils sont arrivés il y a plus de 50 000 ans. Ils s'installent en Australie, ils s'installent en Nouvelle-Guinée, ils s'installent dans l'archipel de Bismarck. Mais on oublie souvent que ces groupes, il y a 50 000 ans, c'est 1000 et quelques générations, ces populations, leurs caractéristiques, c'était qu'ils n'étaient pas agriculteurs. C'est des populations qu'on appelle de chasseurs-cueilleurs. Ils n'ont ni le taro, ni l'igname, ni le bananier, ni la canne à sucre, ni le poulet, ni le cochon. Rien. Et donc, ces groupes, peu nombreux, qui ont des taux de reproduction lents et pas exponentiels comme plus tard, en fait, ils vont avoir, par rapport à leur type d'économie, à devoir expérimenter leurs environnements. Et quand ils vont arriver dans l'archipel de Bismarck ou dans le nord des îles Salomon, eh bien, ils vont se retrouver pour la première fois dans un environnement véritablement d'îles. Même si les îles sont grandes, pour la première fois, c'est des îles, c'est des espaces finis. Quand ils étaient en Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Guinée était rattachée à l'Australie, qui était elle-même rattachée à la Tasmanie. Vous pouvez regarder là ce que ça fait. Donc, je veux dire, la Terre, elle était infinie. Là, une fois que vous passez à l'archipel de Bismarck, la Terre, elle est finie. Pour vous donner une idée de ce que représente le passage d'un espace continental à un espace insulaire, vous avez 600 espèces majeures d'oiseaux sur la Grande Terre de Nouvelle-Guinée. Quand vous passez à l'île de Bismarck, qui est juste en face, vous passez à 80. Ben, quand une partie de votre nourriture, c'est des oiseaux, ça pose un problème. Votre frigidaire, il est moins rempli. Mais de la même manière, les gens, ils ont eu sur les poissons, au fur et à mesure où ils avançaient dans le Pacifique, les espèces de poissons étaient moins diversifiées. Les récifs coralliens étaient moins riches. Et donc, ce qu'on voit, c'est la découverte de ces différents espaces pour essayer, en tant que chasseur-cueilleur, d'en faire le maximum. Et déjà, il y a presque 30 000 ans, apparaissent les premières racines de ce qui va faire l'identité océanienne. Premièrement, à force d'expérimenter, dans le nord des îles Salomon, il y a des gens, ils trouvent des racines qui sont petites comme ça, là. Ils vont se rendre compte que ces racines, elles sont comestibles. Et ces racines sauvages, qui vont rester sauvages pendant encore 15 000 ans, ou 25 000 ans, pardon, ces racines sauvages, ils vont les manger. C'est des taros. Un peu plus au nord, il y a certaines îles qui sont avec plein de cailloux, parce que c'est très volcanique, mais quasiment pas de coquillages.
Or, les coquillages, c'est super utile pour faire en particulier des parures. Mais il y a d'autres îles, pas très loin, qui sont avec plein de récifs coralliens, mais c'est que du corail, donc pas de cailloux pour pouvoir faire des outils. Et il y a 25 000 ans, entre ceux qui habitent les îles de corail et ceux qui habitent les îles de volcaniques, ils se disent, mais moi j'ai des cailloux qui coupent très bien, de l'obsidienne, du verre volcanique. Je te l'échange contre tes jolis coquillages, tes jolies huîtres perlières, etc., etc. On commence à faire des échanges. C'est parmi les échanges à longue distance les plus anciens connus dans le monde. C'est-à-dire que déjà, il y a 25 000 ans, ce qui fait une des caractéristiques du monde océanien, c'est celui du lien. Eh bien, il était déjà en existence et inventé dans l'archipel de Bismarck. Quand beaucoup plus tard, parce que les gens ils sont arrêtés aux îles Salomon, parce que après les îles elles étaient tellement petites qu'il n'y avait pas assez à manger. C'est aussi simple que ça. Donc il a fallu attendre ceux qu'on appelle les Lapitas, des Austronésiens, des groupes en particulier originaires d'Asie du Sud-Est, qui eux sont des agriculteurs, qui sur leurs pirogues, eux ils ont des tarots, des ignames, des bananiers, des cannes à sucre, des poulets, pour certains des cochons, et eux ils vont casser la frontière des îles Salomon et rentrer jusqu'à Samoa et à Tonga, en peuplant le Vanuatu, en peuplant la Calédonie, Fidji, etc. Eux, leur approche de ces nouveaux territoires, elle va être différente, nécessairement, parce qu'eux ils ont de quoi planter. Mais quand ils arrivent, il n'y a que de la forêt. Et ils vont devoir brûler la forêt. Ils vont faire une catastrophe écologique sans nom, parce que toute une partie des animaux vont disparaître. Mais eux, leur connaissance à eux de l'agriculture, c'est une connaissance très simple d'agriculture sur brûlis. On brûle, on plante, on récolte, on brûle plus loin, on plante, on récolte. Très bien. Ils vont faire ça pendant des siècles, des siècles, des siècles et des siècles. Jusqu'au jour où, d'un côté, ils ont brûlé, mais de l'autre côté, ils ont fait des enfants qui eux-mêmes ont fait des enfants, qui eux-mêmes ont fait des enfants, qui eux-mêmes ont fait des enfants, etc. Et on va se retrouver avec des terres brûlées qui se sont à moitié épuisées et en même temps, de plus en plus de monde. Et il va y avoir une crise dans l'espace de ce sud-ouest Pacifique qui va faire que les gens, ils ne vont plus avoir confiance dans le voisin. Terminer de faire des échanges. Et qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir pendant des siècles et des siècles les gens se renfermer sur eux-mêmes, se renfermer dans leurs îles. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui dit « Non, mais en fait, le problème, c'est pas qu'on est trop nombreux. Le problème, c'est qu'on utilise mal l'espace. On ne respecte pas la terre. Et donc, la meilleure manière de respecter la terre, c'est en fait d'arrêter de brûler et de commencer à faire des terrasses pour conserver la terre, faire des buttes pour que la bonne terre, elle soit toujours là. Puis les terrasses, tant qu'à faire, autant y mettre de l'eau, parce que ça permettra au taro de mieux pousser. Et donc on a là un aménagement, une humanisation des paysages qui permet de produire beaucoup plus de nourriture. Et c'est ces connaissances-là que vont emporter les Polynésiens quand ils vont arriver ici. Ce qui fait que quand ils vont arriver en Polynésie orientale, eux, ils ne vont pas avoir à faire la même chose que les Lapitas, ils ont eu à faire 2000 ans plus tôt. Eux, les taraudières, ils savent faire. Eux, les grands billons, les plantations de bananiers, de canne à sucre, etc., ils savent comment faire des trucs intensifs. Et jusqu'aux îles Marquises, dès le démarrage, ça fait juste 50 ou 60 ans que les gens ils sont là. Bon, une fois qu'ils ont bouffé toute une partie des petits oiseaux et des gros oiseaux qui étaient là, ils commencent à aménager leur espace de cette manière-là. Et donc, quelque part, leur transformation de l'espace, leur enracinement, il va être beaucoup plus rapide que ce qui s'est passé ailleurs dans le Pacifique. Si je vous raconte ça, c'est pour vous montrer que chaque endroit, chaque région, chaque période de ce processus de peuplement crée des enracinements qui sont différents. Alors après cette longue
longue et passionnante présentation, je vais pouvoir rebondir sur ce qui nous intéresse en termes d'adaptation. C'est-à-dire que vous voyez que cette idée d'enracinement, ce n'est pas dans un territoire, mais c'est dans des territoires. Et quand on parle de l'origine, en fait, on a compris qu'il y a une origine Asie du Sud-Est avec des métissages qui vont se faire dans la région de l'archipel des Bismarck. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on part d'une origine sud-est asiatique, oui, mais c'est une porte d'entrée entre l'Asie du Sud-Est et l'arrivée à la maison ici, si je puis dire. Il y a un ensemble d'étapes qui se sont étalées dans le temps. Il y a eu du métissage biologique, culturel, linguistique, etc. Il y a eu cette longue période que Christophe vient d'évoquer, en fait, hein, où pendant quasiment 1000 ans, en fait, il y a eu on va dire une temporisation dans le peuplement de la région avant la conquête de la Polynésie orientale, la dernière partie en fait. Et là, vous avez aussi cette notion de société polynésienne ancestrale, bon, même si ça a été rediscuté depuis, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est encore dans le temps long, qu'on arrive un peu plus à appréhender dans ces régions de Polynésie occidentale, parce que là, une fois de plus, il y a aussi plus de recherches qui ont été effectuées. Mais disons que les ancêtres des Polynésiens, ils n'ont pas été catapultés, si je puis dire, en pirogue d'Asie du Sud-Est, et du jour au lendemain, ils se retrouvent aux îles de la Société. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un long processus qui s'est fait entre-temps, et c'est une fois de plus le résultat de métissage dans tous les sens du terme. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est qu'en fait, les ancêtres qui sont à un moment austronésiens, Lapita, qui vont quitter la région d'Asie du Sud-Est, ce sont absolument pas les mêmes que leurs descendants X générations plus tard. Donc cet enracinement, il se fait dans un temps qui est très long, il se fait, même s'il n'est pas si long que ça à l'échelle de l'histoire de l'humanité, quand vous comparez, mais c'est sur du temps long et c'est également sur des grands espaces, mais c'est surtout sur la notion, en fait, également de mélange et de métissage. Donc on pourrait presque voir ça comme comme un vaste POE qui serait tressé, si vous voulez, mais il y a vraiment un enchevêtrement de langue, de culture, etc. Et ça, c'est important aussi, d'en avoir conscience. Et pour rebondir sur cette notion de longue durée, de temps long, etc., c'est aussi l'idée, comme je disais tout à l'heure, que les sociétés avant, les cultures, elles étaient dynamiques, elles évoluaient, même si on n'a pas encore tout à fait la compréhension de ce rythme d'évolution, par exemple, pour chez nous. Il n'empêche que c'est important pour la façon dont aujourd'hui on en parle et dont on le vit. Parce que vous avez le piège, en fait, de ce que l'on appelle la tradition. Donc là, je vais être obligée de mettre un petit peu les pieds dans le plat. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Mais c'est compliqué aujourd'hui. Quand on parle de danse traditionnelle, j'adore la danse. Je danse depuis des années, mais je ne suis pas une experte en la matière. Je ne suis pas là pour parler de la danse, on est bien d'accord. Il y a d'autres qui le font très bien et nettement mieux que moi. Mais pourquoi ? Parce que la danse est tellement importante chez nous, je pense au tatouage, enfin toutes les expressions, si vous voulez, contemporaines de la culture, qui sont un héritage d'avant. On ne va pas revenir sur les notions de reconstruction de la culture ancienne, etc. Mais il y a un moment donné, cette notion de tradition, je n'invente rien, hein, il y a plein de gens qui se sont penchés sur la question. Il y a la notion de reconstruction de certains pans, si vous voulez, des cultures anciennes. C'est ni bien ni mal, c'est qu'à un moment donné, à cause de la contingence historique, on a été obligé de faire renaître, revivre voilà, certains aspects des cultures anciennes. Et une fois de plus, ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est pas propre à chez nous, hein, soit dit en passant. Il y a plein de peuples qui ont vécu ça. Et c'est très bien, dans le sens où les cultures continuent à vivre de manière transformée. Mais là où il faut faire attention, c'est au discours que l'on emploie pour décrire ces cultures. Voilà. C'est-à-dire que quand on présente quelque chose aujourd'hui en disant que c'est la tradition, il en a toujours été ainsi, la réalité est un peu plus complexe. Voilà. Donc c'est aussi cette notion de temps long. Il y a aussi la notion de dynamisme, d'évolution de la culture qui continue aujourd'hui quand on parle de la société. Et on a aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour rejoindre ce que tu disais avant, on a une vision idéalisée aussi de la société ancienne, qui est un peu hors du temps. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Nicolas Thomas, mais qui est hors du temps, partant d'un bon sentiment. Mais en fait, c'est comme s'il n'y avait pas eu de réel dynamisme
dans les cultures d'avant. Donc ça, déjà, c'est un postulat dont il faut se méfier. Et aussi une vision totalement idéalisée de la société ancienne, où tout était formidable, et notamment l'homme en symbiose avec la nature. Là, c'est encore mettre une fois de plus ses pieds dans le plat par rapport à la notion de l'environnement. On sait que les premiers peuples qui sont arrivés, enfin les premiers arrivés dans les îles, en fait, ont dû se nourrir. Enfin voilà, je veux dire, c'était assez compliqué. Il fallait maîtriser, dompter l'espace. Et c'est en symbiose avec la nature. Ça dépend ce qu'on entend par symbiose aujourd'hui, en 2023. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au départ, vous avez quand même un ensemble d'espèces qui ont disparu, voilà, qui ont été consommées assez rapidement, un temps record, sans penser forcément à la gestion du lendemain. C'est comme ça, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette notion d'idéalisation de la société ancienne, quels qu'en soient les aspects, que ce soit par rapport à la culture, au sens artistique du terme, par rapport au mode de vie, tout ça est à nuancer également. Parce que justement, ces peuples, en fait, sont la résultante, si vous voulez, d'un ensemble de rencontres, d'évolutions dans un temps long. Et forcément, ce n'est pas un package qui a été délivré comme ça, là, du jour au lendemain. Et forcément, quand on en parle aujourd'hui, on a une interprétation qui est contemporaine, qui est avec nos outils de lecture d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut nuancer. Cette vision idéalisée de la société ancienne. On oublie à quel point elle était dynamique. Voilà. Merci Hinanoui. Le temps passe et je voudrais avoir, juste avant qu'on passe éventuellement aux questions, juste souligner à quel point les siècles qui précèdent les premiers contacts avec les Européens sont à travers tout le Pacifique des siècles extraordinairement dynamiques au niveau de l'intensification des systèmes politiques, symboliques, de construction, et à quel point les Polynésiens, les Océaniens, qu'ils soient Mélas, Micronésiens, autres, en fait, ce n'est pas que des sculpteurs sur bois et ce n'est pas que des constructeurs de pirogues. On sait, parce que c'est ce qui a le plus frappé les Européens, que à l'île de Pâques, il y a des grands moaïs qui font 60 tonnes. On sait qu'aux îles Marquises, il y a des grands tikis de 2 mètres et quelques de haut, et qu'il y a des pae-pae qui peuvent faire 4 mètres 50. On sait qu'à Tonga, il y a des langis, des grandes sépultures royales qui peuvent faire 35 mètres de long, avec des blocs qui font chacun entre 10 et 12 tonnes. Mais on oublie que ce processus de grande construction prestigieuse qui était là pour valoriser le prestige des élites et qui démontre l'existence de sociétés très structurées, pas nécessairement hiérarchisées, pyramidales, mais structurées et complexes. En fait, vous l'avez partout dans le Pacifique. En Mélanésie, il y a des endroits où vous avez des fortifications avec des murs qui font 10 mètres de large, 4 mètres de haut, et chacun des cailloux, il fait entre 1 et 4 tonnes. Et chaque caillou, il a amené de 2 à 2,5 km de distance. Au Vanuatu, vous aviez des grandes cérémonies où le travail communautaire, au-delà de toute la nourriture et des danses, etc., c'était d'amener des énormes plaques, soit de basalte, soit de corail, pour faire ce qui ressemblerait aujourd'hui à des grands menhirs ou des grands dolmens. Alors, ce n'est pas les dolmens bretons, mais il y en a certains, ils sont quasiment aussi grands. C'est en fait des plateformes cérémonielles que les gens avaient à construire. Et quand vous avez un caillou de 5 tonnes à tirer du bord de mer jusqu'à l'intérieur de votre île, vous n'êtes pas 10 à pousser et à tirer. En Micronésie, vous avez des constructions... allez regarder sur Internet, parce que c'est juste incroyable. Prenez par exemple le site de Nan Madol à Pohnpei. C'est en fait une ville sur l'eau. Quand je dis une ville sur l'eau, c'est une vraie ville sur l'eau. Ça fait 1 km de long, 500 mètres de large,
avec des canalisations, des canaux, qui aujourd'hui sont à moitié à sec, et des constructions entièrement artificielles avec des blocs de basalte multifacettés, que les gens allaient ramener, pour certains d'entre eux, de 20 km de distance. Alors quand vous avez à déplacer des cailloux qui font chacun entre 3 et 8 tonnes de 20 km de distance et que vous transportez à peu près 45 000 de ces cailloux, vous imaginez le travail que ça représente? Tout ça pour construire d'abord des plateformes, et en plus, sur ces plateformes, vous mettez des grandes constructions avec des murs qui peuvent faire entre 5 et 8 mètres de hauteur. Si je donne ces exemples, c'est pour rappeler que les structures politiques, sociales, symboliques, religieuses, d'organisation, de production agricole, de pêche, de capacité à faire du renouvellement des denrées alimentaires, que ce soit en mer, que ce soit à terre, étaient réalisées dans des contextes où toute une partie des archipels du Pacifique avait des populations nombreuses. Et c'est ces systèmes avec ces populations nombreuses qui permettaient aux gens de vivre bien. Toutes les premières descriptions des Européens, lors des tout premiers contacts, c'est que les gens sont en très bonne santé, qui sont costauds, qui ne sont pas gras, sauf les chefs, qu'ils ont tous leurs dents, et que finalement, on a une région du monde où les maladies locales sont très peu nombreuses. On a donc affaire à une région de la planète qui est une région avec des capacités d'enracinement à des milieux insulaires limités qui ont été, on pourrait presque dire, jusqu'au maximum de ce que les hommes pouvaient faire. Et les Océaniens ne peuvent être que fiers du coup de ces racines, parce que ça, c'est les racines sur lesquelles ils s'appuient aujourd'hui. Parce que si vous réfléchissez bien, dans chacune des îles du Pacifique, après 200 ans, la chute de population, la remontée, notre développement économique, etc., eh ben, on n'a toujours pas réussi, nulle part dans le Pacifique, à atteindre les équilibres démographiques, économiques, environnementaux que les ancêtres ils avaient réussi à atteindre par leur processus d'enracinement au cours des siècles précédant l'arrivée des premiers bateaux. Alors pour rebondir et conclure avant le passage aux questions, parce que l'air de rien, le temps passe très vite, la courte durée là pour le coup. En fait, juste une petite allusion par rapport aux édifices et aux structures en fait assez massives qu'évoquait Christophe. Il y a quelque chose dont on parle peu chez nous, ce sont les sites défensifs ou les fortifications. C'est vrai que c'est un thème qui a finalement eu peu d'intérêt pendant longtemps, alors qu'en réalité c'est un domaine qui est passionnant. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens focalisaient sur d'autres thèmes de recherche, c'est tout. C'était la mode, était à d'autres thèmes, dont toujours l'ancienneté du peuplement, etc. Et il se trouve que tout ce qui est défensif et fortification, c'est quelque chose qui me tient particulièrement au cœur. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ce que j'ai fait ma thèse là-dessus, tout simplement. Et en fait, moi, je me suis focalisée, j'ai pris l'exemple de sites extraordinaires qui sont cachés quelque part sur l'île de ma maman en face à Moorea, donc je ne dirais pas où c'est parce que voilà, je n'ai pas envie que les gens aillent les voir. Mais vous avez des sites défensifs en fait qui sont magnifiques et qui sont impressionnants de manière architecturale. Alors là, on n'est pas dans des murs qui font 5 à 8 mètres de haut, ça ne va pas aussi haut, mais ça va quand même jusqu'à 3 à 4 mètres. Et ce sont des structures qui sont imposantes, qui sont construites dans des endroits qui sont ingrats, c'est-à-dire des pentes escarpées, vraiment qui demandaient une force physique et une main-d'œuvre importante. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare en fait, le peu de données qu'on a ici sur les sites défensifs avec ce qui se fait ailleurs dans le Pacifique, parce qu'il y a des études notamment vers Fidji, des études importantes qui ont été faites sur, je pense aux travaux de Julie Field, entre autres.
sur des fortifications, on se rend compte en fait que dans le Pacifique, les premières structures défensives, à l'exception de la Nouvelle-Zélande, parce que c'est un cas un peu particulier, en fait, elles apparaissent selon un timing de 100 à 300 ans après les premiers peuplements. Donc c'est le plus rapide, en fait, c'est la Nouvelle-Zélande, mais c'est à peu près le même timing qu'on retrouve en fait dans des contextes un petit peu différents, mais où il y a un scénario, malgré les diversités, les variations locales, régionales, si vous voulez, entre, par exemple, la Polynésie occidentale et orientale, vous avez ce timing. En fait, vous avez c'est un scénario générique, hein, après vous avez des particularités, mais les gens s'installent, et assez rapidement, parce que 100 ans, c'est rien, hein, je veux dire, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, les gens commencent à songer à se défendre. Et en fait, les fortifications, enfin des sites dits fortifiés qui présentent un minimum de structures importantes, ça s'échelonne en moyenne la plupart entre 200 et 300 ans après l'arrivée des premiers peuplements. Donc c'est quand même quelque chose qui se fait assez rapidement. Pour ce qui est de chez nous, c'est un thème qui a besoin d'être développé. Hein, donc voilà. Merci Hinanoui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec un micro. Ben voilà. On vous remercie de votre écoute. Et puis, pour le petit quart d'heure qui reste, si vous avez quelques questions, on va tenter d'y répondre. Je suis là, donc si vous avez besoin du micro, je viens à votre rencontre. Merci à tous les deux. Une question, Hinanoui, puisque c'était ton sujet. Est-ce que ce sont des structures défensives contre l'extérieur, éventuellement venant de la mer? Excuse-moi, c'est peut-être trivial ma question. Ou l'intérieur, par exemple d'une vallée à une autre, ou une rivalité? Les deux, d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Ou toujours, hein, tu peux même prolonger ton intervention, c'est possible aussi. Les datations, elles sont faites en Polynésie? Non. Okay. Non, il y a plusieurs laboratoires avec lesquels on travaille dans la région. Il y a Waikato en Nouvelle-Zélande, sinon il y a Beta Analytic en Floride, entre autres. Il y en a d'autres, mais ici, non, sur place dans le pays, on n'a pas cette facilité-là, non. Il faut savoir quand même que ça coûte très cher aussi. C'est des équipements extrêmement lourds. Moi, j'avais une question. C'est en fait, je voudrais juste vérifier. Je crois avoir lu que les fortins de Punaru, qui ont été construits en 1844, plutôt vers 1845-46, là, en fait, avaient été édifiés sur des pas tahitiens préexistants. C'est ça? Oui. Voilà. Alors, en fait, merci de poser cette question, parce que ça fait partie de mon dada, si je puis dire. Enfin, c'est mes marottes, en fait, les sites fortifiés, j'adore ça, voilà. En fait, c'est un projet à monter qu'on n'a pas eu le temps de faire encore. Il y a des gens qui se sont intéressés un peu au patrimoine historique, les fortins, leur utilisation pendant les guerres franco-tahitiennes. En fait, il faudrait en faire une typologie. C'est-à-dire que vous avez des fortins comme celui de la Punaru qui sont effectivement édifiés sur d'anciens sites fortifiés d'avant. La matière première, tout est là, pourquoi s'en priver? Vous avez d'autres forts, par contre, qui sont vraiment de construction moderne. Mais souvent, puisqu'il y avait la notion d'urgence pour construire, on allait se servir en général sur des structures archéologiques, pas forcément défensives, à proximité. Mais ça, il y a un travail, tout reste à faire par rapport à ça, pour vraiment faire déjà un recensement des fortins, déjà pour commencer, un qui soit vraiment raisonné, et puis ensuite de faire le tri dedans de ce qui ressort de la société ancienne et de ce qui est de construction récente. Et pour ajouter, ce travail il a été fait en Nouvelle-Zélande, et les archéologues néo-zélandais, ils ont montré une évolution de la typologie très très claire entre la période ancienne et puis en particulier l'arrivée des armes à feu. Les armes à feu obligent à restructurer les fortins et les fossés défensifs, etc., de façon totalement différente, parce qu'en fait, la menace est différente. Et donc, on a des systèmes défensifs qui évoluent en fonction du type de menace qui se présente en face. Je reprends le micro parce que c'est super intéressant. Et il y a vraiment une île, Rapa,
qui dispose d'énormément de pas au niveau fortin. Je crois qu'on en a recensé une quinzaine et qu'il y avait vraiment une structure, je dirais, de défense dans lequel il y avait des sites où on pouvait donc entretenir à la fois de la nourriture pour pouvoir supporter des sièges de 6 mois. Et je ne suis pas sûr aussi des canaux qui permettaient d'avoir de l'eau. C'est vrai, c'est... Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sites fortifiés... Alors, pour Rapas, c'est un site particulier. Il faut savoir que la chance de Rapas, c'est que ce sont des sites en fait, qui ont été préservés de manière idéale, parce que c'est une île qui a été extrêmement isolée, en fait. Après, vous avez d'autres endroits où vous aviez des sites fortifiés qui ont souffert des destructions, le temps, la végétation, etc. Pour ce qui est du système de Rapa, en fait, c'est comme un microcosme en fait, qui vous montre un peu le schéma idéal qui a été très peu touché. En fait, ces sites défensifs, et ça c'est propre à toute la Polynésie, d'une manière générale, c'est effectivement pour tenir un siège contre des envahisseurs, des fois de l'île, tout simplement, aussi de l'extérieur. Mais le but de l'opération, c'était bien évidemment de pouvoir protéger les gens et de pouvoir vivre pendant le temps que devait durer un siège, un siège, façon de parler. Donc du coup, il fallait avoir tout l'arsenal nécessaire pour pouvoir s'approvisionner en eau, pour nourrir les gens, etc. Il y a aussi un concept qui est très très peu connu dans la littérature qui concerne la société ancienne, c'est la notion en fait de site fortifié. Alors, des fois, on fait des transpositions, on pense au Moyen-Âge, châteaux forts, les fortifications antiques ou que sais-je. En fait, vous avez aussi la notion d'asile politique, où vous aviez des structures en fait, qui étaient quand même défensives, parce qu'il fallait quand même un minimum de protection, où en fait les gens pouvaient être reçus en fait, pour être protégés pendant un temps, parce qu'ils étaient poursuivis pour X raisons. C'est des gens qui étaient identifiés. Et en fait, ces gens étaient protégés en fait, dans l'enceinte. Donc, ils restaient là le temps nécessaire. Donc, ils pouvaient être nourris, blanchis, si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. On connaît le système défensif classique, pour une population, un village, se retrancher derrière des protections. Mais il y avait également cette notion d'asile politique, en fait, où on n'avait pas forcément tout l'arsenal de structures massives, mais il y avait la notion, en fait, que c'est un endroit de protection, et là, on ne passe pas. Et a priori, c'était respecté. A priori. Mais bon, après, ça, une fois de plus, ce sont des exemples extrêmement restreints. Donc ça ne reflète pas non plus peut-être le dynamisme dont on parlait tout à l'heure, où il y a eu forcément des gens qui n'ont pas respecté les règles et qui ont franchi ces portes. Voilà. Sans vouloir manquer de respect à la Polynésie orientale, je tiens quand même à souligner que les plus grandes fortifications, elles sont dans le Pacifique central. Fidji, c'est le cas emblématique, mais Tonga, Samoa, Wallis, Futuna... moi, j'étais sur la petite île d'Alofi, à côté de Futuna, il y a 3 mois. On a cartographié le sommet. On a une fortification qui fait 450 mètres de long, avec 150 plateformes. Un des fossés défensifs, il fait 8 mètres de profondeur. On a des murs qui font 2,50 mètres de haut. Voilà, il y a les fortifications, il y en a à travers tout le Pacifique, avec des typologies différentes. Et donc, c'est un des éléments récurrents de l'espace, de l'écumène, de l'espace d'habitat à travers le Pacifique. Et très clairement, il y a des endroits dans le Pacifique où les gens ils se tapaient plus dessus que d'autres. Voilà, Fidji étant un excellent exemple. Oui, ils étaient moins isolés et puis ils avaient du mal à trouver une stabilité politique, donc ils étaient entre chefs, ils étaient plutôt en bagarre les uns avec les autres. Alors moi, je voulais juste vous remercier, juste entre guillemets, Hinanoui et Christophe, parce que ça m'a finalement rappelé tellement de choses, et en même temps, ça m'a appris que même lorsqu'on nous apprenait en cours d'histoire, par exemple, les migrations, on passait vite, on switchait vite sur les métissages, après Bismarck et tout. Et finalement, je me rends compte que le discours, ce discours que vous tenez, il manque à la population, et surtout dans un contexte un peu spécial, parce que le dynamisme dont tu parles, et
en contrepartie, les discours sur la tradition, ce qui est. Moi, je trouve ça très dangereux. Voilà, je pense que en tout cas, vos présentations très simples, elles gagnent à être plus vulgarisées. Parce que voilà, les temps sont dangereux sur une espèce d'idéalisation de notre pays, quoi. Merci à vous deux. Merci. Si je peux juste rebondir, la force qu'on devrait avoir, nous, dans les pays d'Océanie, c'est de rappeler au reste du monde que s'enfermer dans une culture, s'enfermer dans un discours identitaire qui est en train de déchirer le monde entier, et toutes les tensions actuelles, elles sont autour de l'identité. Ce qui fait notre force depuis toujours, depuis l'arrivée de la première pirogue, qui a accueilli la deuxième pirogue, qui ne venait pas nécessairement du même endroit, c'est que tout ce qui fait notre identité commune, c'est qu'on est en lien les uns avec les autres. C'est ça qui fait notre force. Et c'est ça qui devrait être aujourd'hui le message des Océaniens au reste de la planète, pour leur dire que l'enfermement, c'est la guerre. L'accueil, c'est la liberté. Donc moi j'aimerais juste dire, en fait je suis élève à l'ICEP et je viens de Rangiroa où j'ai grandi toute mon enfance. Et en fait ce que je comprends pas en fait c'est ce qu'on nous apprend à l'école, c'est qu'on est plus tourné sur une philosophie européenne, alors que moi ça m'intéresse beaucoup la philosophie locale. Et quand on vit dans les îles en fait on voit comment les gens vivent et comment les gens pensent, parlent et communiquent. Et en fait on se rend compte que c'est une philosophie totalement différente. Et comme on est au salon du livre, j'aimerais beaucoup imaginer en fait que tu parlais tout à l'heure de Nan Madol et de Pohnpei, l'île en Micronésie où se trouve justement ce temple. Il y a une légende qui raconte qu'en fait deux sorciers, deux frères, étaient arrivés là-bas et ont fait voler les pierres et ont construit le temple. Alors j'aimerais préciser que le temple fait plus de 750 000 tonnes. Comment on peut expliquer que des hommes aient transporté des pierres aussi lourdes et aussi grosses sur d'aussi longues distances? Premièrement, ils devaient mâcher beaucoup de feuilles. Deuxièmement, ils devaient avoir des chefs qui étaient très persuasifs. Et troisièmement, ils devaient avoir une solidarité entre eux qui faisait que finalement, ils se soutenaient les uns les autres et ils étaient en compétition de prestige avec d'autres qui portaient aussi des cailloux. Et quand tu occupes une société nombreuse à faire du collectif, tu évites les tensions. C'est-à-dire que tu crées un point de fixation collectif qui occupe les gens, et en occupant les gens, en fait, tu évites qu'il y ait des petites bisbilles et des petits, etc., et qui créent des tensions à l'intérieur de la société. Le grand danger des îles, c'est d'être en bagarre les uns avec les autres. Et toute une partie des systèmes sociaux à travers le Pacifique, ils étaient construits pour créer des luttes symboliques, des luttes de prestige, qui occupaient les gens et évitaient des combats ouverts, meurtriers, fratricides, terribles. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de guerre, hein. Attention, hein, il y avait des conflits. Mais on voit très clairement que toute une partie des conflits d'avant, pour prendre le terme, c'était des conflits où, au bout de 3-4 morts, l'affaire était réglée. Où on ne détruisait pas les villages. Où celui qui était vainqueur, il rentrait éventuellement avec 2 dépouilles. Ou alors, les vaincus, ils montaient dans la montagne. Ils attendaient quelques semaines, ils descendaient avec des cadeaux, et puis après, ils rentraient chez eux. Et donc, si tu vois l'organisation globale de ton système avec cet objectif, eh ben, tu commences à te dire que ça vaut la peine de transporter des cailloux qui font 10 tonnes sur 20 km. Merci. Il y avait le facteur du temps pour les constructions qui joue un rôle, c'est-à-dire on n'était pas vraiment pressé dans le sens comme nous, on est réglé à la montre tout le temps.
Et voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Du coup, on va applaudir bien fort, s'il vous plaît, Christophe et Inanoui.